Alors là, on arrive à notre prochaine activité, ça va être un keynote. Et là, je n'ai même pas besoin de regarder mes notes. Il s'agit de Monsieur Moez Hamami, que je vais vous présenter. C'est un ingénieur, un économiste, un statisticien. Il est le CEO d'une société qui s'appelle Quantilix. Et là, Quantilix, ça m'a tiqué. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, Quantilix? Et là, je vais un peu rentrer peut-être dans son topo s'il avait prévu d'en parler, mais moi, c'était intéressant pour moi alors, de savoir ce que c'était. Alors, du coup, je vais vous le partager. Alors, Quantilix, en fait, c'est une RegTech. Alors, une RegTech, encore un truc en tech. Oui, une RegTech, en fait, ça fait partie de la sous-segmentation des FinTech. Et une RegTech, en fait, a pour but d'aider les institutions financières à faire appliquer les réglementations, tout en les aidant justement à le faire de manière économique et efficace. Voilà ce que j'ai retenu. Donc, voilà. Donc, dans le segment notamment de la RegTech, on peut avoir des activités comme la lutte contre le blanchiment et comment la technologie peut aider à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, je vous laisse applaudir Monsieur Hamami qui va venir nous parler du Covid et de l'impact sur l'IT. Merci bien. Ah oui, il faut aussi dire aussi que c'est une star locale. Il a fait, je crois, 150 radios, 30 interviews à la télé, et il a eu aussi le prix Tounsi 2021 pour son engagement sociétal. Voilà, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Déjà, je règle le micro à ma taille, c'est pas mon point fort. Donc, comme vous voyez, je suis petit. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous au Forum des SI à Hammamet. Donc, bonjour à tous et on va au vif du sujet, si j'arrive à tourner la page. Donc, comment ça marche ? C'est bon, beaucoup de latence. 4 947 453 décès jusqu'à aujourd'hui par le ou la Covid-19. 5 millions de décès, c'est une statistique, mais chaque décès est une perte énorme, est un drame. On a beau parler des chiffres, mais chaque décès compte, c'est une personne, c'est une famille qui est endeuillée par rapport à ce décès. Donc, le Covid nous a touchés, nous a perturbés. Pour vous donner un ordre de grandeur, 4,9 millions de décès, c'est plus que la population de la Mauritanie. Et on aurait pu, si la Covid était concentrée dans un seul pays, perdre toute la population d'un pays cher et ami, qui est la Mauritanie. C'est plus que la population du Koweït. C'est presque une fois et demie la population de l'Uruguay, et quand même l'Uruguay, c'est 2 fois le champion du monde de football. Donc c'est un pays qui est important quand même. Donc, mais ces chiffres, les 5 millions de décès, les 243 millions de cas détectés dans le monde, et ça, ce ne sont que les cas détectés, parce que le nombre de cas réels, c'est plutôt 3 à 4 fois ça, donc ça peut être jusqu'à 1 milliard de personnes, on peut quand même les relativiser. Parce que nous sommes sur cette planète 7,4 milliards de personnes, et donc du coup, ça ne représente le nombre de décès que 0,06% de la population mondiale. Le nombre de contaminés, ça ne représente que 3% de la population mondiale. Et même si ce sont les cas détectés, et on peut dire qu'on n'a pas détecté toutes les personnes, on peut être à 10% de la population mondiale. Est-ce que ce chiffre justifie l'arrêt complet de l'économie? Est-ce que ce chiffre justifie tout ce qu'on a fait comme mesure exceptionnelle pour le Covid, pour lutter contre cette pandémie? La réponse, malgré que les chiffres sont bas, la réponse est oui. Pourquoi?
Parce qu'on a connu pire dans l'histoire. Dans l'histoire, on a connu la peste noire. La peste noire, et ça c'était une pandémie très grave, parce qu'elle a tué entre 20 et 40 millions de personnes, mais ce n'est pas sur la même population, en Europe seulement, et sur une population beaucoup plus réduite. Donc ça représentait un tiers de la population, entre un tiers et la moitié de la population. Donc imaginez un peu, si on n'avait pas réagi à temps, si on n'avait pas pris des mesures, on aurait pu être dans des cas similaires, où une personne sur 3 est décédée, une personne sur 5 est décédée, une personne sur 2 est décédée, et ça, c'est très grave. Donc c'est vrai qu'on a arrêté la production, c'est vrai qu'on a eu des impacts, mais la vie humaine compte, et je pense que nous avons réussi à réduire l'impact de cette crise énormément, au moins sur le plan humain. C'est vrai que 5 millions de personnes, c'est beaucoup, mais on a vécu beaucoup plus pire avant. Il y a la grippe espagnole, qui en réalité n'a rien à voir avec l'Espagne. C'est juste qu'on en a parlé pour la première fois en Espagne, on l'a appelée grippe espagnole, mais l'Espagne, elle est out de cette pandémie. Il y a un tiers de la population mondiale qui a été contaminée. Il y a aussi des fléaux qui sont encore pires, sur lesquels on n'a pas agi à temps. C'est par exemple le sida. On vit avec depuis les années 80, ça a tué plus de 36 000 millions de personnes, donc ça fait 6 fois plus que le nombre de décès par le Covid. Donc là, par exemple, pour le sida, ça nous laisse penser à d'autres éléments. Pourquoi on a agi sur le Covid, pourquoi on a trouvé un vaccin si rapidement et pourquoi on n'a pas agi sur le sida. Peut-être le Covid a touché le monde développé, le sida, il a touché majoritairement en grande partie des pays moins développés, et donc ce n'était pas une priorité. Je laisse ça ouvert. Je vais commencer par me présenter. Donc je remercie notre modératrice déjà pour la présentation. Je suis passé dans le vif du sujet directement et j'ai laissé la présentation par la suite. Je vais saper cette partie parce que la présentation, elle était très complète et très, très sympa. Je vous remercie. Et donc, comme ça a été dit, je suis ingénieur statisticien économiste. Je ne suis pas informaticien, mais ça me fait plaisir d'être parmi vous en tant qu'invité. Et on travaille de consort avec les DSI et ça nous aide, on a de bonnes relations pour le bien de nos clients et des institutions qu'on accompagne. Donc Quantilix est une RegTech. Aujourd'hui, on est implémenté à Paris, à Tunis, à Abidjan, mais on l'a arrêté pendant le Covid. On travaille beaucoup aussi au Maroc. Le Maroc représente peut-être 40-45% de notre chiffre d'affaires. On a accompagné aussi à 3 reprises la Banque ouest-africaine de développement qui gère la région, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et donc on essaye aussi d'avoir une connotation africaine parce que nous sommes africains, parce que nous croyons au potentiel de l'Afrique et parce que l'Afrique, c'est l'avenir. Il y a énormément de jeunes et on doit tous y être. Donc maintenant, on a parlé de cette crise. Elle a tué des gens, mais quand même, on a pu limiter les dégâts. Mais c'était aussi une opportunité. D'ailleurs, une opportunité familiale pour redécouvrir nos familles et nos enfants. Ça, c'est un point bon. Mais aussi une opportunité pour les DSI. Et vous êtes des DSI. Donc il y a une étude qui a été réalisée par Cisco qui est très intéressante. C'est on voit que 88% des DSI trouvent que leur rôle est devenu beaucoup plus important avec la crise. Il y a une forme de considération qui est très importante, qui est venue après post-crise, et ça c'est très important pour vous, les DSI. Il y a 74%, donc 3 sur 4 des DSI, qui disent avoir formé des dirigeants pour comprendre les impacts et les enjeux. Et eux-mêmes, les DSI, à 66%, ils ont mieux appris le métier, le côté opérationnel. Donc il y a eu, le Covid, il a apporté une intégration de la DSI dans l'entreprise. Et je pèse mes mots. Pourquoi je dis intégration? Parce qu'à un moment, on a perdu ce lien entre la DSI et la direction, entre la DSI et le métier, et on est devenu dans des relations de clients-fournisseurs. C'est on demande des demandes à la DSI et on est consommateur par la suite de ce qu'il livre. Donc le Covid, il a réintégré
Et il a remis la DSI dans son rôle normal au sein de l'entreprise, parce que c'est une direction qui est très importante, parce que c'est elle qui devrait driver le développement de l'entreprise et pas subir les coûts budgétaires ou l'impact budgétaire. On leur donne un budget et ils doivent le consommer dans ce sens. Donc, et la preuve en est, c'est qu'ils ont pu, à plus de 2/3, mener des projets à fort impact pour leur entreprise. Donc, mais lorsqu'on parle d'opportunités, on parle aussi de défis, on parle de problèmes. Un des défis majeurs qu'ont rencontrés les DSI, c'est le télétravail. Et pas seulement le télétravail, c'est le passage brusque au télétravail. Donc ça a créé pas mal de problèmes. À 80% des DSI, ils ont pu gérer en interne ce passage. Il n'y a que 20% qui ont dû faire intervenir des équipes externes ou des prestataires externes pour faire ce passage, malgré qu'il était brusque. Après, comment on l'a fait? Est-ce que 100% bien ou pas? Ça, c'est une autre histoire, mais au moins, on l'a fait, et ça, c'est très bien. Donc, pendant le Covid, les challenges ou les défis des DSI, lorsqu'on pose la question, ça a complètement changé. Donc, avant le Covid, on parlait de sécurité, beaucoup. On parlait de budget, on parlait de talent. C'est que pour l'IT, on manque de ressources humaines qualifiées. On a toujours un problème à recruter, ce qui fait un turnover qui est très élevé, ce qui fait qu'il y a une concurrence très rude sur les talents. Pendant le Covid, les problématiques sont devenues autres. C'est comment on gère la disponibilité des systèmes, c'est comment on sécurise le télétravail, c'est comment on arrive à garder une bande passante capable de gérer toutes les personnes et de les intégrer dans l'utilisation. Mais ceci, est-ce qu'il est éphémère? Est-ce qu'il est structurel? C'est ça la vraie question. Je pense qu'il y a eu pas mal de développements pendant le Covid qui ont été structurels, qui ont changé la capacité des DSI à gérer cette partie. Et du coup, ça va rester et on va revenir à nos problématiques usuelles qui sont la sécurité, le budget et aussi les talents. On a beaucoup parlé dans ces 2 jours de la sécurité. C'est un élément qui est très important et qui représente un risque opérationnel très important dans n'importe quelle banque. On a eu l'honneur et l'occasion d'accompagner plusieurs banques dans la modélisation de leurs risques opérationnels. Et je peux vous dire que le risque de cybersécurité, il coûte beaucoup et il peut peser beaucoup sur les fonds propres d'une banque ou d'une n'importe quelle institution. Et c'est très important d'avoir des risk mitigation systems. Et tout ce qu'on a parlé pendant ces 2 jours, il entre dans ce cadre et ils permettront de réduire ce risque opérationnel. De l'autre côté, on a parlé des budgets. Est-ce que réellement les dépenses IT ont augmenté en 2020 pendant la crise ou pas? Donc en 2019, on était sur un trend de croissance qui était de l'ordre de 2% des dépenses IT mondiaux. En 2020, malgré qu'on a mis en avant les DSI, malgré qu'il y a eu beaucoup de changements importants, les dépenses ont carrément baissé, et ils ont baissé de l'ordre de 7%. Sur 2021, on s'attend à une reprise de l'ordre de 8%. Mais lorsqu'on fait moins 7 et plus 8, ça veut dire qu'on a fait 0. Parce que si on était à 100, moins 7, on devient à 93, t'ajoutes 8% de 93, on revient presque à 100. Et donc, on n'a rien fait. L'impact du Covid en termes de dépenses IT, il a été résorbé sur l'année 2021, mais sur les années d'après, on va revenir à un rythme un peu plus accéléré que le rythme d'avant, parce qu'on a vu l'importance de l'IT, le besoin imminent, le besoin important d'avoir ça, mais par contre, il y a des contraintes budgétaires. Aussi, le Covid, n'oublions pas, il a eu un impact économique qui est très, très important sur les sociétés, et on ne peut pas se permettre vraiment d'augmenter les dépenses IT d'une façon très, très, très considérable. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, la question du budget, elle restera toujours une question qui est sur la table pour les DSI, malgré le rôle qu'ils ont eu de plus en plus important.
Donc voilà, les DSI, vous avez l'opportunité de demander plus de budget, mais par contre, il n'y a pas de budget, donc à la rade. De l'autre côté, comment on devrait gérer une crise? Et ça, c'est la normalité. Lorsqu'il y a une crise, il y a généralement 4 phases de réponse. Et il y a une première phase qui est la réponse rapide à la crise. Donc il y a un problème aujourd'hui, il y a un risque opérationnel, on arrête l'activité, il y a un confinement général, il y a une fermeture des frontières, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est dans l'urgence. On essaie de trouver ce qui est simple à faire et on le fait, et très rapidement pour garder une certaine activité. Par la suite, ce rush, il va baisser. Donc on doit repenser l'avenir. Avant de repenser l'avenir, c'est déjà repenser à revenir à la normale, à relancer une partie de l'activité qui est encore menacée ou qui est touchée, à rétablir nos systèmes, à rétablir notre capital humain, parce qu'on a aussi perdu du capital humain pendant cette crise. Par la suite, on a le temps de penser à l'avenir. L'avenir, il ne sera pas le même. Avant le Covid, c'était un monde. Après le Covid, c'est un autre monde. Et donc, on doit penser à l'avenir. Et lorsqu'on le planifie, cet avenir, on doit l'implémenter par la suite. Et après, on a nos ambitions d'entrer dans un nouveau normal. Donc, il y a une étude réalisée par Gartner en juillet 2021, donc elle est assez récente, et qui demande à des grandes entreprises où ils sont dans ces phases-là. Donc on voit qu'il y a 2% des entreprises qui sont encore en train de gérer l'impact direct de la crise. Donc ce sont généralement des sociétés qui peut-être n'étaient pas réellement préparées à cet impact-là et qui l'ont subi très fortement. Et jusqu'à aujourd'hui, ils peinent à avancer. Il y a une grande partie, mais heureusement c'est marginal, donc on est dans les 2%, il y a une grande partie qui est en train encore de stabiliser, une autre qui est en train de restaurer d'autres activités. Toute cette partie, ça représente 25% des entreprises. Mais la grande majorité, 75%, 3 entreprises sur 4, sont en train de préparer ou d'implémenter l'avenir. Il n'y a que 8% aujourd'hui qui sont réellement ready pour un truc qui est nouveau, mais ça va de plus en plus l'être. Cette étude a été réalisée sur un panel d'entreprises internationales et très large. La question ici se pose, c'est par rapport à vous, c'est par rapport à nous, où nous sommes dans cette phase-là. Est-ce que nous sommes en train de gérer encore la crise? Est-ce que nous sommes en train de préparer le nouveau monde? Est-ce que nous sommes en train de l'implémenter ou c'est déjà fait? Est-ce qu'on aura les mêmes chiffres si on fait une étude sur les DSI africains? Est-ce qu'on aura les mêmes chiffres si on fait une étude sur les DSI tunisiens? C'est la question qui reste ouverte et chacun a une partie de la réponse dans sa tête. Vous connaissez beaucoup mieux que moi vos entreprises. Il y a un autre point qui est très important, c'est que vous n'êtes pas seul dans le monde. C'est que vous subissez ce qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, c'est l'environnement dans lequel vous êtes implémenté. Vous travaillez en Tunisie, vous travaillez au Mali, vous travaillez dans n'importe quel pays, vous subissez un système de soins, vous subissez des décisions politiques. Il y a une étude que j'ai trouvée intéressante et j'ai voulu la partager avec vous. Ça s'appelle le Global Health Security Index, donc l'indice de sécurité de santé mondiale. C'est un indice qui est fait par l'université Johns Hopkins aux États-Unis, qui a été réalisé en 2019, avant la pandémie, et qui essaye de comprendre sur 6 catégories quel est l'état de préparation des pays pour gérer une pandémie éventuellement. Est-ce qu'ils peuvent la détecter? Est-ce qu'ils peuvent la prévenir? Est-ce qu'ils peuvent la détecter? Est-ce qu'ils peuvent la gérer? Donc ça a permis d'avoir une idée globale sur la préparation du monde pour gérer une pandémie. Parce que la pandémie, on l'a découvert peut-être en 2021 avec le Covid, mais on en parle depuis des années, parce que c'était un risque réel qui est là. On a modélisé, nous personnellement, en 2015, chez Natixis en France,
le risque pandémique qui peut affecter l'activité de cette banque. Donc du coup, c'est un sujet qui est récurrent, c'est un sujet qui est rare. Une pandémie, ça arrive une fois tous les 100 ans, mais son impact, il est fort. Donc il faut être préparé. Est-ce que le monde est préparé ou pas? C'est ce qu'on va voir par la suite. Je vous ai mis la conclusion du rapport. Et on va la lire ensemble. La sécurité sanitaire nationale est globalement faible à l'échelle du monde. Aucun pays n'est tout à fait prêt à affronter une éventuelle épidémie ou pandémie. Tous connaissent d'importantes lacunes à combler. Ça, c'est la conclusion d'un rapport réalisé en 2019, avant la pandémie. La note moyenne qu'ont obtenu l'ensemble des pays au monde, c'était 40,2 sur 100. Le nombre de pays qui étaient au-delà de la moyenne, à plus de 50, il était à 18%. Donc vraiment, le monde n'était pas préparé à ce genre de pandémie, et on l'a vu. Et on a vu que c'était des réactions plus que d'être préparé pour affronter ce genre de problème. Donc si on regarde la carte du monde par rapport à ça, on voit qu'il y a quelques pays développés qui sont en jaune. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pays qui est au vert, qui est réellement préparé à pouvoir gérer ce genre de crise. Il y a quelques pays qui sont en orange. On voit que notre Afrique, c'est complètement presque en rouge. Donc c'est que nos pays, il était très mal préparés à ce genre de pandémie. Heureusement, aujourd'hui, en Afrique, par rapport à la pandémie, c'est qu'on a fermé les frontières. Et là, je reviens à mon premier slide. Est-ce que le 0,06% de nombre de décès est beaucoup ou peu? Ou est-ce qu'on aurait dû faire tout cela pour 0,06% de la population mondiale? La réponse est, imaginez si on n'avait pas fermé les frontières et la pandémie serait arrivée en Afrique. Avec ce niveau de préparation du système sanitaire, on aurait eu un carnage, un vrai carnage. On aurait eu 20 millions, 30 millions, 50 millions, 60 millions, 100 millions de décès, et c'était possible et probable dans ces conditions. Donc heureusement qu'on a agi dans ce sens. C'est vrai qu'on a perdu économiquement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a épargné des millions de vies aujourd'hui. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai sélectionné quelques pays. Donc le meilleur pays en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Donc il est classé 34 au monde sur 195 pays. Les autres pays, il y a le Maroc qui est assez bien classé, relativement, parce qu'il n'y a aucun pays qui est prêt. Par la suite, il y a l'Égypte, il y a le Kenya aussi, que je n'ai pas mis dans la presse. Il y a la Tunisie qui est classée en 122e place sur 195. Il y a le Mali en 147e place, la Mauritanie, la Libye, l'Algérie, qui est très bas dans le classement, et peut-être l'Algérie, l'un des pays les plus bas dans ce classement en Afrique. Donc voilà, ce système, vous êtes en train de le subir. Le monde n'était pas préparé, mais par contre, lorsque on a voulu, on a pu. Et on s'est étonné comment on a pu développer des vaccins aussi rapidement. Donc les vaccins, d'habitude, ça prenait 5 ans, 10 ans, 20 ans à être développés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des maladies pour lesquelles nous vivons avec, il n'y a jamais eu de vaccin? Pourquoi, pour le Covid, on a pu élaborer des vaccins très rapidement? Pour plusieurs raisons. Parce que, un, c'était un défi mondial. Énormément d'équipes se sont mises à travailler sur le sujet. Deux, c'est qu'il y a eu finalement un financement de la recherche médicale. Les États, ils ont mis beaucoup d'argent, parce qu'auparavant, c'était un financement toujours privé. Et donc, il n'y avait pas assez de fonds pour faire ces recherches. Les États, ils ont mis beaucoup d'argent, surtout aux États-Unis, en Europe. On a mis énormément d'argent pour développer la recherche dans ce secteur-là. Après, il y a aussi, on a tiré profit de connaissances anciennes. Les Pfizer et les Moderna, ils sont basés sur une technologie qui est le mARN, l'ARN messager, qui date d'une dizaine d'années. Mais on a pu l'utiliser pour
ce truc en spécifique, et c'est ce qu'on a fait, comme peut-être les DSI, ce qu'ils ont fait pour agir sur la crise, c'est qu'ils ont ouvert les tiroirs. Qu'est-ce qu'on a de disponible? Comment on peut l'utiliser pour accélérer? Donc après, surtout, il y a un point qui a tout changé, c'est la simplification des procédures bureaucratiques, d'autorisation, de mise à disposition. Et puisqu'on parlait beaucoup de la Covid, on a eu aussi énormément de volontaires. Il y avait des pays qui étaient prêts à être des volontaires en phase 3 pour avoir la primauté du vaccin et l'avoir avant les autres. Donc ce qui a fait qu'on a pu avoir des vaccins en moins d'une année, avoir un vaccin qui était en phase 2 et moins de 2 ans, avoir un vaccin qui était jusqu'à aujourd'hui, on a pratiquement 30% de la population mondiale qui est vaccinée. Cette prouesse, on n'aurait jamais pu la faire si vraiment il n'y avait pas cet engagement, cet engouement pour la Covid. Et est-ce que ces vaccins sont utiles réellement? On va prendre un cas pour lequel on parle souvent, c'est l'UK, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ils ont vécu une vague très forte au mois de janvier dernier, janvier 21, et on était de l'ordre de 55 000 contaminés par jour. Aujourd'hui, on est en train de vivre la même chose. On est à peu près à 45 000 contaminés par jour. On a beau crier « Ah, c'est l'euro », on a organisé des matchs de football, on a organisé des soirées, on a organisé tout, et c'est pourquoi le Covid est revenu. Mais est-ce qu'on doit avoir peur de ça? La réponse est non, parce que le vaccin est efficace. Lorsqu'on était en janvier 2021, il y avait de l'ordre de 1250 décès par jour. En octobre, on est à peu près moins 20% de contaminés, 45 versus 55 000, mais en nombre de décès, on n'est qu'une centaine de décès. Donc si on calcule, on fait un petit calcul, on voit qu'en janvier, on était sur un taux de mortalité, c'est un calcul simplifié, de 2,3, 1250 décès pour 55 000 contaminés ou détectés. Pour octobre 2021, on est à un taux de 0,25%, presque 10 fois moins, ou 9 fois moins de mortalité. On est sur 45 000 contaminés détectés et on est sur 113 décès. Regardons ceux qui ont eu au minimum une dose. En janvier, on était à 8%. Au mois d'octobre, on est à 73%. Parmi lesquels il y a 67% qui sont fully vaccinated. Donc ça, c'est une preuve réelle que le vaccin marche, que le vaccin est utile. Et c'est ça ce qui va nous épargner par la suite, parce que l'objectif par rapport au Covid, c'est pas de l'arrêter, c'est pas ne plus être contaminé. Être contaminé est normal. Soit on se contamine dans une salle, soit on se contamine en prenant un vaccin. Mais ça ne devrait plus nous faire peur. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être contaminé ou pas, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une forme grave ou pas. Le Covid, il devrait être comme n'importe quelle grippe. On la gère comme la grippe. Mais pour pouvoir arriver à ce stade, on doit être habitué. Comme nous sommes habitués à la grippe saisonnière, on va être habitué à la Covid. Et du coup, avec la vaccination, on va dépasser ce cap. Aujourd'hui, qui sont les champions de la vaccination au monde? Donc là, ce que vous voyez dans ce graphe, c'est le top 10 au monde des pays qui ont le plus vacciné. Donc en première position, et félicitations à eux, parce qu'ils ont commencé très tôt, ils ont investi beaucoup d'argent pour arriver à cela et avoir un retour à la normale très rapide, c'est les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, presque 100% de la population, y compris même les enfants, sont vaccinés. Portugal, par la suite, 86% de la population, Chili, Espagne, Singapour, Cambodge, South Korea, Uruguay, Canada, Malaisie. Tous ces pays, le top 10 dans le monde,
ils sont à plus de 77% de leur population complètement vaccinée. Au minimum, ils ont eu une dose. Le Malte, il est à peu près à 48%, dont 37% fully vaccinated. La Tunisie, on est à 46% de vaccinés, dont 36% qui sont fully vaccinated. Et pour la Tunisie, on était très en retard. 5 mois auparavant, on était peut-être à 10%, ce qui n'était pas bon du tout, parce qu'on a commencé tard, parce qu'on n'a pas fait la réservation depuis le mois d'avril 2020, et on s'est retrouvé à faire à demander, pour être politiquement correct, pour avoir des millions de vaccins et entreprendre cette trajectoire qui est très bénéfique, celle de la vaccination. Si on compare avec des pays qui nous sommes proches, par exemple, on a parlé du Portugal, Espagne, Canada, Italie, France, ils sont tous de l'ordre de 75%. C'est vrai que la France ne figure pas dans le top 10 mondial, mais il y a plusieurs pays qui ne figurent pas, mais ils sont très proches. Le top 10 s'arrête à 70% de vaccination, les autres, on a beaucoup de concentration des pays qui sont arrivés entre 70 et 75% de vaccination globale. Lorsqu'on est à ce niveau-là, normalement, on espère avoir atteint une immunité globale, et c'est ça au moins l'objectif, et c'est pourquoi il y a pas mal de pays qui se sont arrêtés à ce point. Pour nous, la Tunisie, il y a un exemple déjà qui est très important à suivre, c'est l'exemple marocain. Mais pour la Tunisie, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on invite à peu près 120 000 personnes à venir se vacciner, on se retrouve à vacciner que 20 000 personnes. Donc il y a un arrêt, il y a de l'engouement pour la vaccination. À un moment, on a vu qu'on a pu vacciner 500 000 personnes en une journée. Aujourd'hui, il y a moins d'engouement pour la vaccination, et j'insisterai jamais assez sur ce point. Si on veut réellement passer à autre chose, il faut se vacciner. Ce n'est pas le fait de se protéger qui va nous faire avancer, c'est plutôt le fait de se vacciner qui va nous faire avancer. Donc, si on regarde le reste de l'Afrique, il y a un grand problème, c'est qu'en Afrique, on n'est que 5% qui sont vaccinés. Il y a des pays où le taux de vaccination est assez faible. J'ai mis l'exemple du Mali, on est à 1,6% de la population qui est vaccinée. Ces pays, ils vont rester à risque. Et combien de temps ils vont rester fermés? Parce qu'à chaque ouverture, il y a un grand risque de retour d'une contamination meurtrière. Ce n'est pas une contamination comme on est en train de l'avoir en Angleterre, qui est une contamination non meurtrière parce qu'ils sont très bien vaccinés, mais plutôt une contamination meurtrière et qui peut faire des ravages. Donc c'est très important pour que les pays africains se vaccinent, c'est très important pour qu'on mette de l'argent pour que ces pays arrivent à se vacciner et envisager le futur sereinement. Donc, passons en Tunisie. Il y a le 11 octobre, on était très contents. Waouh, on a 0 Covid. Depuis une année, on a 0 décès Covid. Donc ça a été relayé dans pas mal de médias. Tout le monde en parlait, toutes les radios, les chaînes télévisées. La Tunisie est safe aujourd'hui, on a 0 Covid. Est-ce que c'est vrai? Non. On n'a jamais eu de journée avec 0 décès Covid. La réalité, c'est que lorsqu'on annonce un chiffre, c'est qu'on a changé. Allez, regardez comment on est devenu en train de présenter les chiffres. On a changé la façon avec laquelle on présente. Et on insiste sur les chiffres des décès qu'on a entendu parler ce jour-là. Ce jour-là, on a entendu parler d'aucun décès Covid en Tunisie. Donc on a mis 0. Tous les médias ont repris le 0. Et ce n'est pas correct. Parce qu'en réalité, il fallait regarder plus en bas, les retards de déclaration. Donc vous voyez que, par exemple, le 11, ils ont déclaré 4 décès qui viennent du 10, 2 décès qui viennent du 9 et 1 décès qui vient du 4. On a eu même des déclarations tardives de plus d'1 mois.
Donc pour la même journée du 11 octobre, où on était très content d'avoir 0 décès Covid, en réalité, il y a eu 6 décès Covid. Ils ont été annoncés le 12 octobre avec 4 décès et le 13 octobre avec 2 décès pour la Covid. Donc il ne faut pas avoir en tête qu'en réalité, c'est fini, c'est pas fini, c'est en train de baisser. Et vous pouvez voir sur ce graphe la différence entre ce qui est annoncé et repris par les médias, c'est en jaune, et la correction avec ce qui arrive en retard, qui est en gris. Donc vous voyez qu'à un moment, jusqu'au fin juillet, on était presque proche. Donc ce qu'on annonçait, il était presque proche de la réalité. Mais à partir du début août, le ministère de la Santé, il a changé sa façon de présenter et il a leurré pas mal de médias, de telle sorte qu'on a l'impression d'avoir beaucoup moins de cas de décès, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. C'est vrai que c'est en train de baisser. Vous voyez que la courbe elle est en train de descendre, mais pas autant comme on le montre. Donc, s'il vous plaît, attention à ce point pour ne pas se tromper. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 10 décès par jour Covid-19. On n'a jamais eu une journée avec 0 décès Covid. Ça, c'est la réalité. Mais par contre, au mois de juillet, on était à des journées avec 250 décès par jour. Donc c'est bien ce qu'on a fait, c'est qu'on est 25 fois moins, mais ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de décès Covid. Si on regarde ce qui s'est passé tout au long de cette année, ce graphe, il permet de reproduire depuis septembre 2020 jusqu'à aujourd'hui ce qui est arrivé en Tunisie. Donc en Tunisie, au moins on est très bon dans un truc, c'est qu'on a eu plusieurs vagues, beaucoup plus que le monde. Le monde, il a eu 3 vagues. On a vu la courbe de l'Angleterre tout à l'heure. En Tunisie, on a eu 5. Et on est bien. Donc on a eu une première vague, une petite vaguelette au mois de mars 2020, où on était tous volontaires pour faire du Covid. Et au final, on a eu 83 décès. Après, il y a eu la deuxième vague qui a commencé au mois de septembre, novembre. Après, une troisième vague qui était autour du 12 janvier, de décembre à janvier. Et une troisième vague où le pic était fin avril, ça c'était la 4e vague. Et une 5e vague, c'était la plus meurtrière. Il y a eu plus de 13 000 décès en 4 mois. À peu près, on est à plus de 3 000 décès par mois. Qui est celle que nous sommes en train de vivre, qui est en train de finir, heureusement, et son pic était au mi-juillet à peu près, et c'est en train de baisser énormément. Vous voyez qu'on est revenu au même niveau à peu près que septembre 2020. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore fini. Donc voilà, ça c'est la réalité de ce qui est en train d'arriver. La question par la suite, où est-ce qu'on peut aller? On n'a jamais dit ce qui va arriver, mais on peut parler de ce qui pourra arriver éventuellement. Donc on peut dire qu'il y a 3 scénarios. Soit on va être dans le vert et continuer dans ce sens, et qu'on a une bonne vaccination, et donc lorsqu'il y aura un retour d'une vague, elle ne sera pas aussi meurtrière. Soit il y aura des nouveaux variants, et on peut aller dans des scénarios moyennement graves ou complètement graves. Donc voilà, pour résumer tout ça, la pandémie, ce n'est pas une bonne chose. Je ne peux pas me permettre de dire que la pandémie est une bonne chose. La pandémie a tué des personnes. Et chaque personne compte. Mais par contre, on a pu bien gérer la pandémie à l'échelle mondiale. Et ça, on peut en être fier. Parce qu'on n'a eu que, malheureusement, 5 millions de décès. D'autres pandémies étaient beaucoup plus meurtrières. On a pu gérer, on a pu lancer des vaccins à temps et très rapidement, et on peut sortir de cette pandémie plus fort. Cette pandémie, elle était bénéfique sur certains points pour certains secteurs, y compris pour les DSI, parce que leur rôle est devenu
prépondérants parce que leur rôle est devenu important, parce que leur rôle est devenu crucial dans chaque entreprise, et ça va continuer à l'être. Donc les DSI, ça leur met devant pas mal de défis, et c'est ça ce qui est important à relever pour consolider votre positionnement. Donc notre seul espoir pour passer à un nouveau truc, c'est la vaccination, et donc vivement le nouveau normal, et vivement la sortie de cette crise plus fort et plus résilient, et c'est ce qu'on espère pour vous tous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hamami. Ne partez pas. Alors, est-ce qu'on a des questions dans l'Assemblée? Vous n'avez pas de questions? Oui? On va vous donner le micro. Donc, merci pour votre présentation. Merci. Vraiment, je suis parfaitement d'accord avec vous parce que vous avez parlé d'une réalité importante qui est la mise en place des mesures de sécurité pour réussir pas mal de projets pour les DSI. Et surtout, vous avez dit que les DSI jouent un rôle crucial parce que personne ne connaît comment les DSI ont pu suivre tous les projets en période de pandémie, alors que la population cible, elle attend que les résultats. Mais derrière ça, les DSI, ils ont beaucoup souffert avec leurs moyens, même avec leurs moyens propres, pour réussir tout projet, pour réussir toute publication, des résultats, et ainsi de suite. C'est notre cas, par exemple, l'éducation nationale. Et juste dans votre présentation, dans le slide 7, j'ai beaucoup apprécié pas mal d'informations que vous avez mis en place. Et côté budget, donc vous avez parlé sur des budgets, et donc il faut des budgets importants pour les DSI, et pour réussir dans pas mal de projets, notamment la digitalisation et la sécurité. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, pour les problèmes du budget, il y a un autre budget qu'on n'a pas mis en valeur. C'est les budgets pour les RSIC, pour les responsables de sécurité des systèmes d'information, qui veillent à la sécurité de leurs data centers, de leurs systèmes d'information et qui accompagnent les DSI. Donc aujourd'hui, pour mieux sécuriser les systèmes d'information, donc il faut externaliser, ou bien faire ressortir d'autres budgets supplémentaires pour les RSIC, vu aujourd'hui que le RSIC il joue un rôle important à la mise en place des politiques de sécurité, des chartes et ainsi de suite. Et sans ce budget-là, on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes. La deuxième des choses qui est importante aujourd'hui, c'est rationaliser ces budgets-là, parce qu'il faut différencier entre lorsqu'on fait un appel d'offres côté budget data center par exemple, on ne fait pas attention à la différence entre les utiles qui sont opérationnels côté sécurité qu'on doit mettre en place et les politiques de sécurité qui nécessitent d'autres utiles de contrôle de trafic cyber. Et surtout cyber, qui, comme vous l'avez dit, qui pèse beaucoup pour les DSI. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse dans le futur prochain un échange, comment les DSI travaillent, par exemple, au niveau de la Tunisie, au niveau du Maroc, quelles sont les contraintes au niveau de l'Afrique. Donc, il y a des contextes, il y a des textes de loi en même temps. Donc, l'environnement, ce n'est pas la même chose. Les textes de loi, ça diffère, mais il y a une stratégie nationale, peut-être qui répond à toutes les normes internationales en termes de cybersécurité, en termes de mise en place des politiques de sécurité, qui se basent sur la stratégie, bien sûr. Pas mal d'intervenants aujourd'hui ont parlé de la stratégie qui a été, c'est-à-dire modifiée, impactée par Covid-19, mais ça reste de les mettre en place. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre contribution, une autre question? Maintenant, mon regard, il va directement vers le milieu de la salle et le fond. Messieurs, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Alors là, devant, j'ai une question. Merci. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Moi, j'aimerais un peu sur Moi, c'est Jean-Jacques Birba, je viens du Burkina Faso, Caisse de dépôt et consignation. Je suis également statisticien comme vous. Et j'aimerais juste poser une petite question. C'était de revenir un peu sur le Global Health Index. Voilà, j'aimerais savoir un peu la méthodologie sous-jacente, en fait.
Je ne sais pas si vous avez pu jeter un coup d'œil dessus. Voilà. Comme j'ai vu que vous avez présenté les résultats, j'aimerais savoir s'il y a comment on appelle ça, des méthodologies qu'on pourrait mieux approfondir pour pouvoir... Et puis, deuxième chose, c'est de savoir est-ce que cet indicateur est mieux, je vais dire, comment on appelle ça, est mieux adapté pour nos économies africaines. Parce que ça a été conçu de l'autre côté pour pouvoir mieux mesurer comment on appelle ça, le niveau de sécurité sanitaire. J'aimerais savoir, avec le développement de nos économies, est-ce que c'est mieux adapté pour les nôtres? Merci. Merci pour la question et ravi de faire partie du même sphère. Et on est partenaire avec l'INSEA Abidjan, donc on est dans la même famille de statisticiens. Donc pour le Global Health Security Index, c'est un indice mondial qui est basé sur 6 composantes principales, et les 6 composantes se déclinent en 134 indicateurs, parmi lesquels il y a des indicateurs qui concernent la capacité à prévenir les risques pandémiques, la capacité à les gérer lorsqu'ils arrivent, la capacité à préparer des stratégies, est-ce qu'il y a des stratégies déjà en place ou pas. Mais il prend aussi en considération une composante qui sont les risques globaux, les risques politiques. Et je pense que, pour la passer à la deuxième question un peu, c'est que ces risques politiques, ils peuvent être surestimés d'un point de vue étranger par rapport à l'Afrique. Malheureusement, comment dire, l'Afrique est le continent qui a eu le plus de putsch et de changements politiques et de renversements. Donc si en moyenne par rapport au nombre de putsch réalisés par pays, on a 52 pays africains, et je pense que dans les 50 dernières années, on a fait beaucoup plus que 52 putsch, donc on est assez actif en termes de renversement. Et donc ça, c'est un point qui baisse la note des pays africains, forcément, puisqu'il est intégré dans l'indice. Par contre, l'avantage de cet indice, et pourquoi je l'ai présenté dans cette keynote, c'est que, il compare plusieurs pays. Il compare 195 pays, ce qui est un point très important. Et 2, c'est que ça permet... La conclusion, elle était édifiante. La conclusion, ça a été fait en 2019. Et lorsqu'on arrive à dire, en 2019, qu'il n'y a aucun pays qui est réellement préparé à une épidémie ou à une pandémie, ça laisse poser beaucoup de questions. Donc pourquoi on ne s'est jamais préparé à ce genre de truc, même les pays qui sont développés et qui ont beaucoup d'argent, pour les mettre dans les systèmes de soins, ils n'ont pas pu faire ça. La note globale moyenne du monde, elle est inférieure à la moyenne, donc on n'est pas bon du tout. Et c'est ça ce qu'il faut retenir, je pense, de cet indice. Même pas aller dans les pays, un pays par pays, mais globalement, c'est de retenir la conclusion, c'est qu'on est tous mauvais. Bon. Merci. Okay, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre contribution, une dernière question? Ok, bon. Monsieur, vous auriez le mot de la fin? Oui. Oui. C'est pour vous remercier pour avoir si bien modéré cette matinée, et merci encore pour la présentation, et c'est un plaisir d'être parmi vous. Donc merci aussi aux organisateurs du Forum DSI International, et je suis ravi de faire partie de cette édition et peut-être d'autres éditions, Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup, Merci Inch'Allah. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir pour notre invité.